Le 9 octobre 1936 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Le Grand Ziegfeld, Ziegfeld Follies, texte intégral. Les Américains du cinéma atteignent quelquefois à la grandeur sans le savoir ni le chercher, ce qui est commun à beaucoup d'humains et beaucoup d'artistes. Mais il leur est plus difficile qu'à personne de faire grand en l'ayant décidé. On l'a dit souvent à propos de leurs films de guerre, de leurs imageries historiques, on en veut pour preuve aujourd'hui le grand Ziegfeld, l'histoire du fameux impresario new-yorkais mort il y a 4 ans. Ce film a eu les honneurs du dernier festival de Salzbourg, où le cinéma, jusqu'ici, n'avait jamais pénétré. Il a dû surtout à ses dimensions insolites. C'est un spectacle de 3 heures pleines, ni plus ni moins qu'un opéra. Ramené à des dimensions courantes, ce serait un bon film de music-hall, meilleur que tous ceux que l'on vit dans la saison dernière, mais ne valant sans doute pas les chefs-d'œuvre du genre, Chercheuse d'or et 42e rue. Dans la forme géante qu'on a tenu à lui donner, il est certes fort long. On ne voit pas que cela ait jamais été une vertu indispensable à un divertissement. On discerne beaucoup mieux, au contraire, toutes les qualités que le film y perd et qui sont justement les plus originales du cinéma américain. La vélocité, la nervosité, le don de la métaphore visuelle. À l'inverse des autres films de music-hall, la part de la comédie et du récit dépasse largement cette fois celle des attractions. Les épisodes sont bien choisis. Les débuts de Ziegfeld à la tête d'un cirque ambulant, sa rivalité cordiale avec un autre grand manager, ses mariages, ses folies financières, aucune des scènes à faire n'a été oubliée. Mais si agréablement filée qu'elle soit, il est par trop visible que chacune occupe 3 fois plus de place qui était nécessaire. On y perd souvent ces effets de surprise, ces comprimés d'humour, qui sont un des charmes constants d'Hollywood. Ainsi, Ziegfeld voudrait obliger sa première épouse, qui est aussi sa vedette, à prendre des bains de lait pour corser sa publicité. La chanteuse, fraîchement débarquée de Paris, s'y refuse avec indignation. Il ne sait plus que faire de tout ce lait qui arrive chaque matin. Il en a au moins 5000 litres quelque part dans sa maison. Dans n'importe quel film américain, on eût d'abord commencé à nous montrer cette accumulation prodigieuse de bidons. Dans Le Grand Ziegfeld, nous ne les verrons pas. Tout est parlé. Nous entendons la jeune femme s'énerver et pleurer pendant un grand quart d'heure. L'effet véritablement cinématographique est sacrifié parce qu'il eût épuisé aussitôt l'anecdote. C'est l'envers de la méthode constamment employée par les Américains et qu'ils ont parfois haussé jusqu'au style. S'il est rare cependant que l'on s'ennuie tout à fait durant ces développements, cela prouve sans doute les facultés de souplesse et d'assimilation des auteurs d'Hollywood dans les genres qui leur sont les moins familiers. C'est surtout à la louange de comédiens infaillibles, William Powell, Myrna Loy, devenue exquise, et aussi de la ravissante petite inconnue brune qui joue la première femme de Ziegfeld. Manifestement, elle débute, son savoir est infiniment mince, mais on est parvenu à le faire oublier, à effacer sa gaucherie, pour ne saisir et fixer que la fleur de sa sensibilité, qui est adorable. La partie proprement spectaculaire, comme on devait dire dans le bureau de Ziegfeld, est luxueuse, pompeuse au-delà de presque toute attente. Certaines erreurs devenues fatidiques ont été évitées. On use par exemple avec la plus judicieuse parcimonie des girls. On nous fait espérer leur venue, comme on dit dans les pays d'oc, et le pouvoir de leur charme s'en trouve décuplé. Rarement du reste, on a réuni une corbeille de plus délicieux visages que durant le grand final de la première partie. Ce final, clou du spectacle, réintroduit dans la revue filmée cette féerie purement cinématographique dont on semblait avoir perdu le secret depuis 42e rue, qui serait parfaitement irréalisable ou qui peut-être paraîtrait mesquine sur une scène de music-hall. Pendant quelques instants, cet amoncellement de femmes, de matière translucide et légère, et presque très beau, touche presque à une sorte de lyrisme. Malheureusement, on commet la bourde de nous montrer à la fin, dans un plan d'ensemble, tout le plateau tournant qui portait ce monde de mousseline, de dentelle et de lumière. C'est la chute banale dans les réalités du trucage et de studio.
On ajoutera que dans l'ensemble, le film est un peu guindé. Il voudrait atteindre à la distinction. On a trop visiblement cherché à faire une sorte de Parsifal du music-hall, ce qui est bien périlleux sous tous les climats. D'autres tableaux, surtout dans la seconde partie, sont d'une lourdeur indescriptible. La reconstitution des modes d'avant-guerre imposait au premier chapitre une sorte de style. On en sort pour tomber dans les hérésies américaines qui atteignent presque à l'étrangeté à force de laideur biscornue, comme cet effarant défilé de femmes déguisées en pagodes. Du reste, c'est encore un américanisme bien typique que cette promotion d'un Ziegfeld au rang de héros national. Seul jusqu'ici, dans le cinéma, Napoléon avait bénéficié par les soins de M. Abel-Gance d'une aussi copieuse biographie. Ce sont bien des honneurs pour un juif astucieux et risque-tout, pour un entrepreneur de spectacle plus ou moins proxénète, un boursicoteur effréné, à qui nous sommes redevables d'un certain nombre d'horrifiques inventions, comme l'opérette américaine à grand rendement, qui fut une des plaies de l'après-guerre.